Ceci est un regard porté sur des trajectoires personnelles, des périodes de vie où rien n'était joué. Des quotidiens difficiles, usants, destructeurs. Des parents défaillants ou toxiques, des enfances écourtées. Récits de guerres intimes, chants de batailles familiaux, tranchées amoureuses. Nos témoins ont défié la pesanteur du temps pour passer de l'ombre à la lumière. Leurs histoires nous rappellent qu'on peut combattre la fatalité, résister. Chaos debout, histoire de survivants. Épisode numéro 3, Marjorie. J'ai toujours eu honte de ma mère. Je me rappelle pas, je n'ai aucun souvenir de ne pas avoir eu honte de ma mère. Alors je vois des photos aujourd'hui, très belle femme et tout. J'ai pas de souvenir de cette époque-là. Je ne me rappelle qu'après. Les souvenirs que j'ai dans mon esprit, c'est la dernière ou l'avant-dernière kermesse de l'école. Le lundi matin, tout le monde parlait que de ça, quoi. De ma mère qui avait dansé sur les tables, qui s'était cassé la figure, qui avait essayé d'embrasser un papa. J'ai le souvenir aussi de lui faire écrire des serments. Et je me rappelle qu'à l'époque, elle me négociait des trucs. Et en fait, elle me dit « Oui, mais alors, quand on va au restaurant, quand même, j'ai le droit. » Moi, j'étais dans la voiture quand elle conduisait, j'avais peur. J'avais plus de fringues propres parce qu'elle avait plus les lessives. Et en fait, j'ai ces souvenirs-là, avec tout le reste de la famille qui faisait l'autruche. Ma maman a été mannequin quand elle était ado. Une petite blonde pulpeuse avec des yeux bleus. Elle a posé pour des photographes et elle faisait les batailles de fleurs. Donc pendant le carnaval à Nice, il y a toujours d'ailleurs des chars avec plein de fleurs et toujours des jolies filles dessus pour les présenter. Et elle a été Miss Macumba, je sais plus, j'avais retrouvé une coupure de presse qu'elle gardait amoureusement. Voilà, elle a toujours eu la nostalgie de cette époque-là. Où elle avait tous les garçons qui lui couraient après, tout le monde voulait la fréquenter, elle avait tout sur un plateau, et puis ensuite, voilà, avec les années, malheureusement, ça n'a plus été le cas. De ce que me dit mon père, ma mère a toujours eu un problème avec l'alcool. Quand ils se sont rencontrés, ils sortaient beaucoup, c'était la fête, c'était la vingtaine, ils picolaient, ils allaient danser, et puis finalement, quand on a 20 ans, le corps, il suit. Mon père m'a dit ensuite qu'elle avait continué après ma naissance, et donc je pense en fait qu'elle buvait en cachette. Ma naissance était désirée. Moi, j'étais un gros bébé, je faisais 4,2 kg. Et ma mère, elle faisait 1,65 m. Et à l'époque, on faisait des anesthésies générales. Elle s'est endormie, puis elle s'est réveillée avec une cicatrice et un bébé tout langé à côté. Elle n'a pas eu ce truc où on te pose sur le ventre. Ça a été un très grand regret pour elle, en fait, de ne pas vivre ce moment. Et pour mon père, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était présent. Et après, voilà, le mariage plus l'arrivée de l'enfant, ma mère, elle s'est dit, c'est bon, quoi. J'ai plus besoin de faire d'efforts, en fait. Elle s'est complètement laissée aller. Mon père, il s'est pas rendu compte que c'était que d'avoir des enfants. Et quand il s'est rendu compte de la réalité, il a dit, bah non, j'en veux pas, quoi. Il avait à la maison tout ce qu'il voulait pas, une femme qui s'occupait plus d'elle, qui s'occupait plus de la maison, qui travaillait plus, donc il est parti. Tant que ma mère, en fait, elle a eu... Parce qu'elle avait une bonne situation quand même, pour quelqu'un qui n'avait pas fait d'études. Elle a fini responsable d'une agence de location de voitures, ce qui, pour une femme dans les années 80, était pas... Voilà, donc elle parlait avec des mécanos, des commerciaux et tout. Elle avait que des hommes dans son équipe. Et là, à ce moment-là, c'était un peu... Pour le coup, là, c'était un peu l'escalade entre mes parents qui me ferait le plus beau cadeau. J'avais quand même un manteau de fourrure. Quand j'étais en primaire. Rose Barbie. Et j'avais une moto Rose Barbie aussi. Moto électrique Rose Barbie.
Quand j'étais vraiment toute petite, j'étais quelqu'un de plutôt, timide. Plutôt timide, plutôt réservée, plutôt, toujours un peu dans mon coin, c'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé l'école et je faisais même, plus de devoirs que ce qui était demandé, donc tellement, je m'ennuyais. C'est un peu compliqué parce qu'elle travaillait avec des horaires décalés, donc il y avait des jours, elle commençait à 6 heures, il y avait des jours, elle finissait à 23 heures. Donc moi, je passais énormément de temps chez mes grands-parents, en fait. Et en fait, ma mère et ma grand-mère arrêtaient pas de se chamailler. Donc ma mère disait, «Oui, tu me suis partout où je vais, j'en ai marre». Et puis ma grand-mère disait: «Mais on est venu là pour s'occuper de la petite parce que tu pas capable de le faire toute seule». Les soirs où elle finissait à 23 heures, ils l'obligeaient à venir chez eux. En gros, elle venait, elle me faisait un bisou sur le front, puis elle repartait. Et à côté de ça, il lui disait: «Ah, mais tu rencontres personne?» «Bah, je rencontre personne, mais en même temps, je bosse et je m'occupe de mon enfant et les rares fois où je veux faire des trucs, bah, vous voulez pas me la garder». Mon père au milieu qui en faisait, le moins possible, donc c'était un peu difficile pour elle, ouais. Un tout petit peu avant qu'elle perde son emploi, je crois qu'elle supportait plus d'être seule chez elle, en fait. Et donc on allait 2-3 fois par semaine au restaurant. Elle parlait avec les serveurs, elle parlait avec la table d'à côté, elle parlait avec les patrons, on restait souvent tard. Donc après, il lui offrait des coups. Moi, globalement, c'était des bons moments parce que, on me filait des trucs à dessiner, j'allais jouer dehors pour peu qu'il y ait un autre enfant, dans le resto, ben, voilà. Avec le recul, après, tu te dis: «Attends, elle était en train de perdre son job, elle commençait à plus avoir de sous, et elle allait au resto. Enfin, c'est juste, elle s'est savonnée la planche, quoi. Elle a été licenciée. Je pense que ça a dû arriver, je devais être en CM2, 9-10 ans. Je pense c'est parce qu'elle venait travailler ivre ou qu'elle arrivait en retard ou qu'elle y allait pas, enfin et après ça a été la dégringolade, donc elle s'est vraiment mise à boire, et elle a pris 30 kilos. Les premières années, je l'ai pas trop vue parce qu'elle donnait encore le change dans le sens où, il y avait encore à manger dans le frigo, j'avais encore, des fringues à me mettre sur le dos et tout et c'est vraiment quand on a déménagé dans le studio, donc ça c'était l'année de la 5e, où j'avais 11 ans. Il y avait des jours où je mangeais pas en fait. Il y avait des soirs où je mangeais 2 biscottes parce qu'il y avait que ça, quoi. Ouais, elle buvait, de la bière et du vin, mais parce que c'était le moins cher en fait. Elle cherchait à oublier. C'est mon analyse, hein, parce que j'en ai jamais parlé avec elle. J'avais pas la force en fait et comme toute personne qui a une addiction, tout son argent passait là-dedans. Bah, déjà, j'ai commencé à rentrer toute seule de l'école, assez vite en fait, à partir du CM1 et effectivement, quand on est arrivé dans le studio, il y a un jour, j'ai voulu faire une lessive pour lui rendre service et j'ai cassé la machine en fait parce que, le bouton, n'allait que dans un sens. J'ai voulu, le pousser dans l'autre sens et ça l'a cassé et elle m'a dit: «Bah, puisque c'est toi qui as cassé la machine, bah, c'est toi qui iras, à la laverie». Et donc j'allais à la laverie, tous les dimanches, avec mes petits sacs, avec mon pot de lessive, faire les lessives, toute seule. Après, bah, j'allais faire les courses, parce que de toute façon elle était pas capable. Bah, elle était trop ivre, en fait. Et puis elle avait pas envie. Donc à un moment, ben, tu as faim, tu vas faire les courses. Le fait que, ben, elle s'occupe pas, correctement de moi, je savais pas que c'était anormal. Parce que, déjà les enfants parlent pas de ça. Les enfants parlent pas de ce qui se passe à la maison. Les enfants parlent pas de leurs parents. On savait qui avait des parents divorcés, qui avait des parents pas divorcés. On savait qu'il y en avait qui avaient des grandes maisons, d'autres qui avaient des petites maisons. Mais on savait pas ce qui se passait dans les familles. Donc, moi, je savais pas, en fait, que c'était pas normal. Ma maman était très amoureuse de mon père. Je pense que ça a été un des seuls amours de sa vie. Elle s'est longtemps dit qu'elle pourrait le récupérer, notamment parce que j'existais. Et ensuite, oui, ça s'est transformé en haine. Elle regardait sa vie à elle, puis elle regardait sa vie à lui, et il y avait un décalage qui était énorme, parce que mon père, il gagnait beaucoup d'argent, il partait en voyage, il me faisait des cadeaux, il passait de femme en femme. Donc une vie un petit peu, de
patachon, qui avait l'air facile. Elle a commencé à le détester et assez rapidement, je suis devenue l'extension de mon père, en fait. Alors, mon papa m'avait offert un scooter et donc ma mère était jalouse. Elle m'envoyait à 23h en semaine. « Ah ben oui, mais toi, t'as un scooter, donc tu vas me chercher de l'argent et puis tu vas me chercher des bières. » Donc j'allais, en plus à 13 ans, je commençais à ressembler à une femme. J'avais quelques personnes qui se retournaient sur moi dans la rue. Et donc voilà, donc à 23h, j'allais dans des bars malfamés chercher 2 canettes de bière que je ramenais à ma mère. Quand je refusais d'y aller, elle m'empêchait de dormir. Elle venait dans ma chambre, elle piquait mes coussins, elle piquait ma couverture, elle a fini par piquer mon matelas. Donc elle déchirait mes classeurs de cours, ou elle les jetait par la fenêtre. « Ah ouais, t'es première de la classe ? Ah bah tu vas voir si tu vas continuer à l'être. » Quand je rentrais, elle était là, elle regardait la télé. Elle picolait pas trop la journée. Commençait à picoler à l'heure de l'apéro. Donc je me rappelle même pas des repas en fait. Je me rappelle juste que l'école s'arrêtant à 17h, moi je rentrais jamais avant 19-20h, même l'hiver quand il faisait nuit. J'avais des stratégies de contournement. Être le moins possible chez moi et avoir toujours des trucs à faire, des devoirs, des machins, pour pas réfléchir quoi. Je pleurais beaucoup. Ouais. D'ailleurs, là, je vais pleurer. Ouais, j'allais... quand j'allais fumer mes clopes toute seule, avec mes Guns N' Roses dans le Walkman, je pleurais, en fait. Et puis, il n'y avait pas que ça. Il y avait... c'est l'adolescence, quoi. Tu pleures sur tout. Tu pleures sur les profs qui sont pas sympas. Tu pleures sur tes amis qui sont pas gentils. Tu pleures sur le gars que t'as l'impression que c'est l'homme de ta vie, mais en fait, ça dure 10 minutes. Donc, tout ça, je pleurais sur tout ça, en fait. Joyeuse, je l'ai toujours été. Des fois, parfois de façade. Mais au fond de moi, il y a une espèce de force où, de toute façon, à un moment ou à un autre, même si, il y a la tempête, il y aura, à un moment ou à un autre, il y aura un rayon de soleil. En revanche, l'insouciance, elle est partie assez vite, ouais. Pendant un moment, elle a passé un diplôme. Madame passait un diplôme. Il y avait des fois, c'était elle qui me disait « Ah rentre tard parce que moi, j'ai des devoirs à faire. » Mais globalement, elle restait seule toute la journée. Alors j'imagine qu'elle faisait quand même un peu semblant de chercher du travail. Je sais pas, en fait. Je me rappelle pas. Le collège, c'est très, très flou pour moi, en fait. C'est là où vraiment, elle était ivre tout le temps. Elle m'enfermait dehors, c'est arrivé 2 ou 3 fois. Elle m'a attrapée par les cheveux, elle ouvrait la porte et puis elle me jetait dehors. Dont une fois où j'étais pas beaucoup habillée et pieds nus. Et où au bout de 2 heures qu'elle a refusé de me laisser rentrer, je suis allée chez des potes. Chez qui j'ai dormi, qui voulaient appeler les flics. Voilà. Et ça, j'ai jamais voulu par contre. J'ai jamais voulu porter plainte contre ma mère, j'ai jamais voulu... Je me suis toujours dit, tu serres les dents et un jour ou l'autre, tu te casses, quoi. Dès que tu peux, tu te casses. Moi, je voulais pas qu'on me mette loin de ma mère. C'était juste pas possible, en fait. Je ne l'aurais pas supporté. On avait une relation qui était extrêmement fusionnelle. Puisque, on s'est retrouvés à 2 très vite, que personne est venu au milieu de ça, que ça soit un autre enfant, un homme, voilà. Jusqu'à l'adolescence, globalement, j'avais besoin de lui faire des câlins, j'avais besoin d'être avec elle. Ça a été compliqué pour moi de m'éloigner d'elle, en fait, parce que c'était une espèce d'amour-haine. Tu sais que la personne, elle t'est toxique, tu sais qu'elle est pas bonne pour toi, mais en même temps, si elle est pas là, tu peux pas respirer, en fait. Ma mère était en colère contre mon père, elle était en colère contre mes grands-parents, contre moi, et donc, par extension, contre le monde entier. Et j'avais aussi cette colère en moi, cette espèce d'injustice, en fait. Voilà, elle portait une injustice et je portais également une injustice de dire mais pourquoi, en fait ? Pourquoi ma vie, elle est si difficile ? Pourquoi j'ai pas d'argent ? Pourquoi...
Pourquoi moi? Et finalement, de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Beaucoup d'énergie dans cette colère contre cette injustice qui sort de nulle part, en fait. Au lieu de se dire, bon, ben, de toute façon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, plus les années passaient, moins j'avais d'estime pour elle. Et ça a commencé à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je disais rien. Et donc, j'ai commencé à répondre. Et à un moment ou à un autre, j'ai commencé à n'en faire qu'à ma tête. Me tirer, aller dormir chez des gens, pas rentrer de la nuit. Et à un moment, la seule chose qu'elle a trouvée, c'est de me taper dessus. Puisque les menaces suffisaient pas, les punitions suffisaient pas, que je commençais à gagner de l'argent, même en travaillant qu'un tout petit peu l'été, je me débrouillais toute seule, quoi. Et donc, elle avait plus de prise sur moi, en fait. Il y a eu une grosse dispute, je crois que c'était le bac de philo. Une grosse dispute, comme d'hab. Et à ce moment-là, je passais mon bac, donc je révisais forcément. Donc j'allais réviser chez des copines, j'allais réviser chez mon mec, j'allais réviser dans des cafés, voilà. Mais à un moment ou à un autre, il fallait que je rentre chez moi. Et donc, elle s'est mise en tête de m'empêcher, en fait, d'avoir mon bac. Et donc, pour ça, de m'empêcher de dormir. Elle me réveillait, de nouveau, elle a pris mon matelas. Et puis je me suis quand même levée le matin, puis je suis quand même allée passer mon bac, et j'ai quand même eu mon bac. Voilà. Quelque part, elle voulait que je réussisse, elle voulait que je fasse des super études, que j'ai un super boulot, parce que c'est ce qu'on veut pour ses enfants. Et puis d'un autre côté, c'était peut-être difficile pour elle de se dire que sa fille allait avoir une vie plus belle que la sienne. Encore une fois, une injustice. La seule fois où j'ai levé la main sur elle, je l'ai envoyée à l'hôpital. Comme d'hab, elle a commencé à me coller des claques. Et j'ai dit, bon, je m'en vais. Et j'avais mon trousseau de clés à la main. Et elle a voulu m'empêcher de partir. Et elle a voulu m'arracher le trousseau des mains. Et souvent, elle le faisait. Et puis donc, du coup, elle me foutait dehors. Et là, j'ai pas fait exprès, en fait. Je l'ai repoussée. Et en la repoussant, en fait, je lui ai entaillé le front avec les clés. Et là, donc évidemment, on a appelé les pompiers, machin. Donc, vous avez vu, ma fille, elle me frappe. Donc, je te dis pas pour qui je suis passée. C'est moi qui ai payé l'hôpital. Et c'est moi qui ai payé le taxi pour rentrer, dans lequel je n'ai pas eu le droit de monter. Je m'auto-flagellais en me disant que j'étais une mauvaise fille. Parce qu'elle me disait que j'étais pas assez aimante, que j'étais méchante avec elle, que je la faisais pleurer. Et effectivement, elle pleurait. J'avais l'impression, en fait, que je pouvais pas m'en empêcher d'être méchante avec elle. Et quand après, plus tard, j'ai compris que c'est elle qui m'amenait, en fait, qui me poussait dans mes retranchements, et que j'étais en train, moi aussi, de faire les mêmes schémas avec mes amis, avec mes copains aussi. Ouais, j'avais cette image aussi de dire, j'ai l'impression que ma mère, en fait, elle me tire vers ces sables mouvants, où elle est en train de sombrer, en fait, et elle veut que je sombre avec elle. Il y avait ce truc de, allez, viens avec moi, et puis d'un autre côté, va-t'en vite. Et je suis partie. Je venais quand même régulièrement la voir quand j'ai commencé à travailler. Il y avait encore effectivement cet espoir de dire, peut-être elle va arrêter de boire, peut-être qu'on peut avoir une relation, alors normale, non, mais à minima satisfaisante. Je me rappelle, avec mon premier salaire, je lui ai offert une télé, alors que donc c'était déjà après tout ça, hein. Et elle venait de casser sa télé, donc je lui ai dit, écoute, je t'offre une télé, on va la choisir ensemble, on prend un beau truc. Par contre, je te ferai pas de cadeau d'anniversaire. Ah oui, c'est super gentil, donc je vais la chercher, on passe un moment ensemble. Vraiment un truc mère-fille chouette. Et arrive son anniversaire, donc 3 mois plus tard. Et sa première question a été, mais il est où mon cadeau? Donc je dis, maman, tu te rappelles, je t'ai offert la télé? Ah ça va, tu travailles, tu peux pas me faire un cadeau? Je me rappelle juste de cette espèce d'ingratitude, en fait, de me dire, je lui dois rien, en fait. Je lui dois rien à cette femme. Parce que, à part me donner la vie, elle m'a quand même pas donné grand-chose. Et moi, j'étais fière, en fait, de lui faire ce beau cadeau.
Voilà, et en fait, ça a tout gâché. Il y a une autre fois où j'étais à la plage et en fait, à cette époque-là, on jouait beaucoup au beach volley. Et puis, à la fin de la journée, je prends mon portable et je vois une vingtaine d'appels en absence. Le premier message, c'était: «Ah bah salut, c'est maman, j'aimerais bien que tu me rappelles, ça fait longtemps», tout ça, tout ça. Et puis ensuite, c'est allé crescendo, avec beaucoup de reproches pour finir par des insultes en mode, de toute façon, tu préfères sucer des bites que venir voir ta mère. J'ai écouté les messages et en fait, ce qui m'a frappée, elle pense que je lui réponds pas et à aucun moment elle ne s'inquiète pour moi. Il y a aucun moment dans ces messages où elle m'a dit: «J'espère que tu vas bien, rappelle-moi s'il te plaît parce que je suis inquiète». Pas du tout. Tu n'es qu'une sale égoïste et tu ne veux pas rappeler ta mère. Mais le premier message était à 14h, le dernier à 18h. Donc on parle d'une plage horaire qui est, quand même, enfin, il s'est pas passé une semaine, quoi. C'était récurrent en fait, hein, les appels, avec des messages, En général, c'était plutôt, la nuit. Elle m'a appelée à 23h, complètement saoule, donc je lui dis: «Écoute maman, c'est bon quoi, je bosse demain», voilà, donc elle finit à éteindre le portable et le lendemain matin, j'avais des messages toute la nuit. Ça me faisait un poids en fait. J'étais pas capable d'entendre ça et que ça me touche pas. Quand je savais que j'allais la voir, c'était 2 jours avant, 2 jours après. C'est-à-dire que pendant 2 jours avant, je me disais: «Oh là là, ça va être dur, ça va être horrible, machin. Il faut que j'y aille parce que je suis obligée, je suis obligée». Culpabilité, c'est ma mère, je suis obligée d'aller la voir. Et 2 jours après parce que, c'était physique. C'est-à-dire que mon corps mettait 2 jours à s'en remettre. Ça me touchait tellement, ça me mettait dans des états, mais j'étais hystérique. J'ai pété des placards, j'ai pété des portes, enfin c'était, fallait que je tape sur quelque chose, fallait que je tape sur quelqu'un, j'allais sur la plage et je hurlais à la mort. Enfin, les gens ils me prenaient pour pour une folle. Et à un moment j'ai dit: «C'est pas possible en fait, je peux pas continuer à me mettre dans des états pareils». J'ai essayé tout ce que je pouvais. Ben, à un moment je vais me choisir en fait. Je vais me choisir et je vais dire: «Stop». En avril 2005, j'ai, pris ma plus belle plume et j'ai écrit de façon, plutôt factuelle, ce que j'avais sur le cœur. En disant que voilà, maintenant c'était fini en fait. Que en fait je n'avais plus d'amour pour elle, je n'avais plus d'estime pour elle et que, il était hors de question que je reste dans cette relation toxique et que donc je lui interdisais de prendre contact avec moi. Comme de toute façon ma famille n'était pas capable de le comprendre, eh bien, je lui laissais le soin de transmettre à ma famille, le fait que je coupais les ponts avec eux aussi. J'ai coupé les ponts avec ma grand-mère que je n'ai jamais revue, et j'ai coupé les ponts avec, mon oncle, ma tante et mes cousins-cousines. J'ai eu une réponse parce qu'elle m'a écrit à mon ancienne adresse et j'avais fait un suivi de courrier. J'ai eu une réponse qui était assez, étonnante, puisqu'elle me disait qu'elle entendait bien, les mots. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Jurisprudence Céline Dion. Et qu'en fait, tout ce qui importait, c'était mon bonheur et que si mon bonheur passait par couper les ponts, et ben tant pis, elle ferait avec, qu'elle me souhaitait, plein de choses, qu'elle était très fière de moi, de faire ça, qu'il fallait beaucoup de courage. Bien évidemment, je n'ai pas répondu, et ça l'a pas empêché de me traquer pendant des années et que dès qu'elle me retrouvait, de m'appeler, de m'écrire des lettres, plus ou moins gentilles. J'ai été triste jusqu'à l'adolescence et j'étais en colère après. Et donc j'ai porté cette colère, quasiment de 15 à 30 ans. La colère gouvernait tous les pans de ma vie, en fait. J'étais, je pen enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de moi à ce moment-là parce que, ben, c'était trop compliqué, quoi. J'étais tout le temps agressive, j'étais tout le temps dans le conflit, ça m'empêchait de dormir, ça me tenait en vie aussi.
Ça me donnait la force d'avancer et je confondais certainement colère et force. Jusqu'au jour où effectivement c'est devenu un espèce de haut le cœur en fait. Je m'en suis écœurée en fait. J'étais avec un garçon, on s'aimait beaucoup et il avait du caractère et moi aussi et en fait on picolait beaucoup. Et un jour, on est rentrés de dîner et on s'est disputés. Et je sais pas ce qui m'a pris, en fait, je lui ai sauté dessus. Et j'ai commencé exactement ce que me faisait ma mère, en fait. À lui foutre des claques, machin. Et en fait, je lui ai griffé le visage. Et en fait, je ne me suis pas contrôlée. Donc on s'est quittés quelques temps plus tard. Et je pense pas que ça soit arrivé ensuite de nouveau. Heureusement. Mais c'est vrai que ça m'a fait très très peur. Alors après, évidemment, tout ça, je le dis maintenant. À l'époque, c'est pas, enfin, j'en avais pas conscience. Et la vie est plutôt bien faite. Hein. Tu peux choisir de rester là où t'es, dans tes schémas, dans ta colère, dans ton machin, ou aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors, et c'est ce que j'ai fait en 2007, en fait, où là, j'ai fait une grosse formation de développement personnel qui a duré 1 année. Et qui a complètement changé ma vie. Il y a eu un déclic en fait au milieu de la formation parce qu'il y a un des week-ends qui est très important, qui est le week-end en fait où on fait l'arbre généalogique et qui est un week-end souvent où les gens partent pendant le week-end ou ne reviennent pas ensuite parce que c'est très très difficile en fait, ça bouge beaucoup de choses. Et après celui-là, en rentrant dans ma voiture, je me rappelle, je me suis dit j'y suis, enfin. Le reste de ma vie commence. Et je vais pouvoir aller mieux. J'avais compris des choses par rapport à mon père, par rapport à ma mère, par rapport à moi, par rapport à ce que je voulais, par rapport à ma colère. Par rapport à plein de choses, en fait. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, qu'il y avait quelqu'un qui avait levé un voile au-dessus de mes yeux et que tout d'un coup, je voyais des couleurs. Qu'avant, ma vie, en fait, elle était en noir et blanc. Moi, j'ai fait un choix, il y a quelques années maintenant, de dire que je ne souhaitais pas d'enfant. C'est un choix qui est complètement assumé. Ça a été assez compliqué de 30 à 40 ans parce que les gens ne le comprenaient pas. Les gens pensaient à ma place en me disant « mais t'es jeune, tu vas changer d'avis ». Je me suis longtemps battue, puis j'ai arrêté. Bon, maintenant que je suis un peu plus âgée, on me le dit plus trop. Et effectivement, très tôt, j'ai eu des soucis gynécologiques. J'ai eu une ménopause précoce. Donc, plus d'hormones. Et ce qui finalement m'a arrangée. J'étais toujours un peu tourmentée de me dire est-ce que j'ai fait le bon choix alors que là, je peux pas. Je regrette un peu d'en être arrivée à ces extrémités-là parce que je suis persuadée que c'est quelque chose que je me suis infligée à moi-même. Et la question de la maternité, la question de la parentalité d'ailleurs, plus. Je pense qu'elle a été réglée très tôt, en fait, mais que je me le suis avouée sur le tard. En 2015, un petit peu avant, fin 2014, une espèce d'empathie qui m'est montée et je me suis dit, c'est peut-être le moment. Peut-être qu'au bout de 10 ans, elle a compris. Et ça a commencé un peu à mûrir dans ma tête, mais sans rien concrétiser, sans reprendre contact, rien. Et puis, je regarde dans Facebook, il y a des messages en fait qu'on ne voit pas parce que c'est des gens qui ne font pas partie de notre réseau. Et je tombe sur un message qui avait déjà plusieurs mois. Un message de ma tante qui habite en Belgique. Elle me laisse son numéro de téléphone. Et donc, je l'appelle parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé. Et puis, elle m'annonce la mort de ma grand-mère.
Je me suis rendu compte que j'avais pas qu'un message d'elle, j'avais un message de plusieurs personnes, et notamment des voisins de ma grand-mère. Ok, et donc j'appelle tous ces gens, en fait, qui m'expliquent un petit peu comment ma grand-mère est décédée. Elle a été trouvée par la femme de ménage qui venait, donc elle était tombée. Quand l'hôpital a appelé ma mère pour lui dire que donc ma grand-mère était hospitalisée dans un état relativement grave, sa réponse a été « Je ne connais pas cette personne ». Et quand ils ont dit « Bah si, c'est votre mère », elle a dit « Non, non, moi je veux rien avoir à faire avec elle ». Elle demande après son fils « Est-ce que vous pouvez nous donner ses coordonnées ?» Elle dit « Non, non, je ne sais pas, je ne sais pas. Au revoir ». Et donc, ma grand-mère est morte toute seule à l'hôpital. C'est les voisins qui ont payé un semi-enterrement, donc ma grand-mère est dans la fosse commune. Ma mère avait réussi à ce que ma grand-mère aille chez le notaire et déshérite ses autres enfants. Donc elle a récupéré 80% à peu près de l'héritage. Qu'elle fasse déshériter les autres, ma foi, c'est que de l'argent. Mais qu'elle se rende pas au chevet de sa mère mourante, alors même qu'elle vivait quasiment chez elle. Ça m'a... J'étais même pas en colère, j'étais estomaquée en fait, de tellement de haine. Donc j'ai dit ok, je reprends pas contact. Qu'en 2017, je décide de mettre à mon compte. Et donc je crée un profil LinkedIn. Et je décide en fait de mettre mon numéro de téléphone portable en me disant ma foi, elle me retrouve, tant pis. Maintenant, en tout cas, je suis assez forte pour que ça me touche pas trop. Et ça a pas raté. Je pense qu'un mois après, elle m'a appelée. J'avais tellement en tête cette histoire avec ma grand-mère que c'était juste non. J'avais plus ce côté hystérique. Ce truc de dire je ne peux pas supporter. C'est vraiment avant, je ne pouvais pas supporter physiquement d'entendre le son de sa voix ou d'entendre ses insultes ou de la voir. Là, franchement, elle se serait présentée sur le pas de la porte. J'aurais refermé la porte. J'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie que tu sois dans ma vie et je suis capable de te le dire en face. Ou de pas te le dire en répondant pas. Et j'ai pas de culpabilité à pas répondre. Et j'ai pas de... Et ce que tu me dis, en fait, ça ne me fait rien. Mais ça empêche pas que c'est ma mère. Quand elle est morte, j'ai pleuré. Et quand j'ai appelé une copine, elle m'a dit mais tu pleures ? Alors que on s'était toujours dit ah trop bien, on ira faire un feu de joie et tout. C'est horrible, hein, je sais, mais j'assume complètement, il y a pas de problème. Mais oui, en même temps, c'est un être humain. C'est un être humain, c'est ma mère, elle m'a mis au monde, elle m'a aimée. L'hôpital m'appelle un jour, voilà, votre maman est décédée. Ok. Puis elle me dit j'ai eu beaucoup de mal en fait à vous retrouver parce que j'ai pas trouvé vos coordonnées. Quand on lui a demandé si on devait appeler quelqu'un, elle a dit j'ai personne. Je suis ravie qu'elle ait eu cette réponse parce que je pense que si on m'avait appelée, j'y serais pas allée. Et je pense que je m'en serais voulu. Alors que là, j'ai pas eu le choix. Et si jamais, effectivement, c'est vrai qu'elle a dit j'ai personne, c'est peut-être le dernier cadeau qu'elle m'a fait quand même, de pas porter cette culpabilité. La peur de lui ressembler, elle est encore présente aujourd'hui et elle est encore plus présente aujourd'hui parce que voilà, je me vois vivre seule, être moi aussi dans une relation avec l'alcool qui est compliquée. Moi aussi avoir pris du poids. Moi aussi ne pas réussir à être dans une relation de couple épanouie et que ouais, c'est ma plus grande peur. Alors que quand j'en parle autour de moi, les gens me disent mais enfin t'es à des kilomètres quoi. T'as un super boulot, t'as plein de potes, t'as monté ta boîte, t'assumes tes choix de vie, donc non. Bah ça fait partie de moi, donc je l'assume. Et donc au final, je crois que
plus on avance dans l'âge et moins on se cache, plus on est authentique et plus on est transparent. Mais je pense qu'on n'arrête jamais quand on a commencé à se remettre en question. Je pense qu'on n'arrête jamais. Je pense que la pente est de plus en plus douce au fur et à mesure que l'âge avance et qu'on règle des choses et qu'on est de mieux en mieux accompagné aussi par les gens, par notre famille intime. Et par là, j'entends aussi la famille qu'on s'est construite. Pour moi, on s'arrête jamais. C'est très difficile de dire si on peut guérir d'une enfance difficile parce que on n'est pas tous pareils. Je pense que je suis presque guérie. En tout cas, je suis dans l'acceptation pour une bonne partie. Mais si on m'avait dit ça il y a 15 ans, si quelqu'un s'était permis de dire « mais bien sûr qu'on peut guérir d'une enfance difficile », je pense que j'aurais eu envie de l'étrangler en fait. Donc, je ne parle que pour moi. Je suis intimement persuadée qu'on a tous en nous cette force de résilience et qu'on peut la trouver. Il y en a pour qui c'est peut-être plus difficile, il y en a pour qui c'est peut-être plus long, et il y en a pour qui peut-être les traumas sont plus importants. Je rêve d'être reposée, que mon corps soit reposé, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment, et que mon esprit soit reposé et serein en fait. Voilà. Et si j'avais un rêve plus grand, ça serait d'arrêter de travailler. J'adore mon boulot, il n'y a aucun problème. Mais si je pouvais prendre 3000 balles par mois en faisant que du yoga sur la plage et des apéros le soir, je le ferais. Mon moment préféré, en fait, pour regarder la mer, c'est le matin quand elle est presque argentée. C'est pas le lever du soleil, c'est vraiment après, quand elle est pas encore bleue, en fait, et qu'elle est d'huile, en fait. C'est-à-dire qu'elle est hyper plate. Et finalement, là, tu te dis, mais rien n'est important et tout est possible. Je trouve ça génial. Je tiens pas longtemps, par contre. C'est-à-dire que 10 secondes, ça me suffit. Après, je m'emmerde. Après, il faut de l'action. Chaos debout est un podcast produit par Cœur d'Or. Cet épisode a été réalisé par Déborah Znati. Mixage Benoît Dame. Musique Artlist. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. À bientôt.